Avant de commencer cette vidéo, je voudrais déjà vous dire une seule chose, une toute petite chose. Cette chose, c'est que je bosse depuis 3h30 ce matin et qu'à 3h30 ce matin, le baril a tapé les 119 $ et des poussières. À 3h30 du matin, c'était sauf qui peut et les écrans étaient à rouge foncé. Bon, ils sont toujours rouges, mais moins foncés. Depuis, le G7 a mis les mains à la pâte et on est entré en mode manipulation. Alors aujourd'hui, imaginez-vous que je vous parle depuis le milieu de la nuit et qu'il s'est passé une montagne de choses entre minuit et ce matin et qu'on est que lundi matin. Et je sais pas si l'été sera chaud, mais la fin du mois de mars, elle sera pas mal, ça c'est sûr. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 9 mars 2026 et je suis Thomas Vaillant. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Donc, on est lundi matin. Le réveil sonne, il est 3h30 et j'ouvre mon écran, paf, le WTI, 119 $. À ce niveau-là, on peut tout oublier. Tesla pourrait racheter Ford et GM, Trump pourrait nommer son fils vice-président, la Fed pourrait passer les taux à 1%, ou on pourrait découvrir de la vie sur Mars, le marché s'en tape comme de l'an 40. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule boussole, un seul truc qui compte, c'est le prix du brut et les tambours de guerre en Iran. Le monde entier a les yeux rivés sur les déclarations de celui qu'on appelle dorénavant le signe orange. Nassim Taleb doit tellement regretter d'avoir utilisé la version noire pour son bouquin, c'est horrible. Le scénario catastrophe est là, il est donc arrivé. Ce week-end, les frappes américano-israéliennes sur les réserves iraniennes ont fini d'allumer la mèche. Le détroit d'Ormuz est verrouillé. Les promesses d'escorte de Macron et Trump, c'est toujours du pipeau. Du vent et de la littérature, la réalité c'est qu'on fait sauter les stocks et que les algos paniquent. Et d'ailleurs, pas que les algos, aussi les investisseurs, les traders et les gars qui achètent et qui revendent du Nvidia sur leur carte Revolut. On a pulvérisé la barrière psychologique des 100 $. À 119 $, les fichiers Excel des experts se sont mis à fondre. Enfin, pour ceux qui utilisent encore Excel et qui ne sont pas dirigés par une entité de chez Anthropic, le calcul est assez simple. On attendait un CPI à 2,5% mercredi. On l'aura sûrement parce que c'est celui du mois de février, mais après, les prochains, ça va être plus compliqué avec un baril au-dessus des 110. L'inflation américaine va repeindre le plafond à 3,5%. Si on touche les 130 $, on parle de 3,9%. Et à 150 $, c'est l'inflation à 4,3%. Une inflation à 4,3%, ça nous ramène à l'époque où la Fed jouait les colombes parce que tout était sous contrôle. Sauf qu'aujourd'hui, plus rien n'est sous contrôle. Ce matin, s'il y a bien un job dont je ne voudrais pas, c'est patron de la Fed. Jérôme Powell, lui, il a de la chance. Dans 3 mois, il rend les clés. Mais alors imaginez Kevin Warsh, il va hériter d'une Fed en lambeaux et d'une économie qui ne tient qu'à un fil. Et encore, un fil pas très solide. On en oublierait presque les NFP de vendredi dernier, 92 000 jobs détruits. On attendait 50 000 créations, une petite erreur de calcul de 150 000 unités. C'est un détail, n'est-ce pas? Un détail qui montre qu'en plus de l'inflation qui risque bien de repartir, l'économie est quand même pas mal au fond du bac quand même. L'intelligence artificielle, la macroéconomie, les fondamentaux, ça c'est pour les jours de beau temps. Aujourd'hui, le pétrole nous pète à la gueule et est en train de ruisseler sur une économie qui est déjà en dépression nerveuse. Chaque jour de guerre supplémentaire rend la mission de la Fed non pas difficile, mais statistiquement impossible. Pas certain que le bon vieux buy the dip survive à l'explosion du baril. Souvenez-vous, il y a à peine 2 mois, on vivait dans un monde de bisounours financiers, l'inflation refluait sagement, le marché de l'emploi ralentissait sans craquer, et Jérôme Powell nous vendait gentiment son soft landing. Ce moment magique, presque érotique pour un banquier central où l'économie atterrit en douceur sans rien casser nulle part. C'était le plan parfait jusqu'à que la réalité vienne lui mettre une droite en pleine figure. Le Moyen-Orient s'embrase, le pétrole explose et pendant que vous dormiez ce week-end, le gallon d'essence affichait déjà 8 $ dans les rues de Los Angeles. Bon, d'accord, c'est les rues de Los Angeles. Résultat, l'inflation reprend de la testostérone au moment précis où la machine économique commence à cracher de la fumée noire. Et là,
Là, mesdames et messieurs, ressortez vos manuels d'histoire des années 70, le mot que tout le monde redoute est de retour, la stagflation. Oui, la stagflation, c'est le cocktail le plus toxique de la finance, une inflation qui grimpe pendant que la croissance se casse la gueule. Avant, on disait une croissance molle, mais là, on peut parler de se casser la gueule. Pour la Fed, c'est le choix de merde en version monétaire. Baisser les taux pour sauver l'économie, tu jettes de l'essence sur l'incendie de l'inflation. Monter les taux pour calmer les prix, tu achèves une croissance qui est déjà sous respirateur artificiel. Et comme si l'ambiance n'était pas assez festive, les derniers chiffres de l'emploi montrent donc que la machine est en train de perdre de la vitesse. On ne crée plus de postes, on en détruit. Alors que va faire la Fed les 17 et 18 mars? La réponse tient en 3 mots, attendre, observer et puis prier. Surtout, priez. Si le pétrole redescend par miracle, on pourra reparler de baisse des taux. Mais ce matin, le miracle a une sale gueule. Si l'énergie reste à ces niveaux, Powell va se retrouver dans la situation absurde de devoir maintenir, voire pire, relever les taux, alors que l'économie est en train de s'étouffer. Bon, là, les 3 phrases que je viens de vous dire, il faut bien l'admettre, je les ai pensées avant que le G7 ne parle ce matin. Vous allez comprendre dans quelques instants, vous allez comprendre. Donc la grande leçon du jour, c'est que vous pouvez avoir les meilleurs algorithmes du monde et la planche à billets la plus rapide de l'histoire, quand le pétrole décide de s'en mêler, la politique monétaire ne contrôle absolument plus rien. Elle se contente de subir. Et pendant que vous cherchiez encore le bouton snooze sur le réveil ce matin, le marché, lui, il a déjà pris un direct au foie avant l'uppercut en pleine figure. Depuis le 1er mars, le WTI a pris 75%. On a pulvérisé les 100 $ et on ne regarde déjà même plus dans le rétro. Regardez les écrans à 6h30 ce matin, c'était un champ de mine. Les futurs S&P perdaient 1,6%, mais c'est en Asie que le massacre a eu lieu en premier lieu. Le Nikkei plongeait de 6,5%, le Hang Seng 2,5% et le Kospi, lui, se fait littéralement laminer avec une nouvelle chute de 7%. La raison est d'une simplicité brutale. Le pétrole est la colonne vertébrale de l'économie et ce matin, la colonne est en train de se briser. Et du coup, ça risque de marcher beaucoup moins bien. Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Quand le brut monte, tout le reste grince. Le consommateur, il regarde le prix à la pompe et il arrête de dépenser ailleurs. Les entreprises, elles voient leur marge fondre dans le transport, l'industrie et même dans ces gigantesques data centers qui font tourner vos rêves d'intelligence artificielle. On a très vite oublié mars 2022 et le baril à 128 $ quand les Russes ont attaqué l'Ukraine. À l'époque, on se disait que c'était temporaire, et ça a été temporaire, puisqu'aujourd'hui, le monde entier se fout pas mal du pétrole russe. Mais aujourd'hui, avec un conflit au Moyen-Orient qui s'enlise, les investisseurs commencent à réaliser que le provisoire est en train de devenir permanent, peut-être un peu trop permanent. La volatilité explose, le VIX s'envole, et le marché se retrouve suspendu à un trio infernal: pétrole, géopolitique et inflation. Si le baril campe au-dessus des 100 $, la mécanique est implacable. L'inflation sera plus forte, la Fed sera plus prudente, voire méchante, et les marchés, eux, ils vont soudainement redevenir très nerveux. Et 100 $ le baril, c'est le terrain propice à la récession, selon la légende, aux États-Unis. En tout cas, c'est ce qu'on m'a appris dès le premier jour où j'ai mis les pieds dans une banque. 100 $ le baril égale récession. 100 $ le baril égale récession. On verra si ça se confirme. C'est donc la fin de la récré pour les narratifs tirés par les cheveux et les valorisations lunaires. La finance vient de se rappeler que la géopolitique peut reprendre les clés du camion à n'importe quel moment. Avec ce signe orange qui vient de surgir dans nos viseurs, tout peut arriver. Et dans ce chaos, le cash, ce truc ringard qui rapporte rien, commence soudain à ressembler à un palace 5 étoiles pour pas mal de gérants, en tout cas le temps que l'orage passe, en supposant qu'il passe. Et puis alors, si vous pensiez que votre lundi matin était difficile, dites-vous qu'il y a pire, vous pourriez être guide suprême en Iran. C'est officiellement le job le plus dangereux du monde. En acceptant le poste, vous ne recevez pas une voiture de fonction, mais une cible géante peinte dans le dos. Et devinez qui prend la relève? Le fils de l'autre, Mojtaba Khamenei. Apparemment, la démocratie là-bas, c'est comme les dividendes dans une start-up, ça reste en famille. Pendant que le fils s'installe, le signe orange nous explique tranquillement qu'un baril à 110 $, c'est un petit prix à payer pour voir l'Iran s'effondrer. C'est hyper facile à dire, surtout quand on murmure que Baron Trump aurait chargé pour 30 millions de pétrole juste avant le début de la guerre. Coïncidence, bien sûr, évidemment, coïncidence, la chance sourit aux audacieux, n'est-il pas? Et puis alors, vers 6h45 ce matin, tout a changé. Je vous l'ai dit, et vous l'avez compris, le baril est devenu le centre de l'univers ce matin. Il a swingé comme jamais, un plus haut à 119,48 sur le WTI, avant de retomber à 102,
en 45 minutes chrono. Pourquoi ? Eh bien parce que le G7 vient de sortir l'artillerie lourde. Enfin, de menacer d'éventuellement peut-être de sortir l'artillerie lourde en libérant entre 300 et 400 millions de barils des réserves stratégiques. C'est colossal. Non, avec un K, c'est colossal. C'est un tiers des stocks stratégiques jetés dans l'arène pour calmer la spéculation. Le message est hyper clair, on panique, mais on a encore des munitions. Le problème, c'est que c'est un pansement sur une fracture ouverte. On injecte de la morphine alors qu'on a le détroit d'Ormuz qui est verrouillé et une guerre qui est en train de s'enliser. 400 millions de barils dans le meilleur des cas, c'est 20 jours de production qui doit traverser le détroit d'Ormuz. Je vous laisse donc imaginer ce qui va se passer si dans 20 jours, on en est au 8e guide suprême en 20 jours et que personne n'a rendu les armes et si le détroit d'Ormuz ressemble toujours à l'entrée de Genève en lundi matin quand il taille les platanes. Et tout ça, encore, c'est si le G7 libère vraiment les stocks. Pour l'instant, on est toujours au stade du conditionnel. Et pendant que le monde vacille, en France, le Premier ministre a ses priorités. Il a lancé des opérations commando dans les stations-service. On ne sait pas si c'est le RAID ou le GIGN qui vérifie les prix du diesel, mais l'État traque le centime de trop, les prix abusifs. Bon, par contre, il ne se pose pas la question sur le fait que les taxes mises en place par le gouvernement sont complètement débiles sur l'essence. Mais bon, ça c'est autre chose. C'est quand même fascinant parce que quand l'essence était à 1,50, on avait des gilets jaunes partout dans les rues en France, et aujourd'hui à 2,50, c'est le calme plat. On s'est habitué à la douleur et tout le monde s'en fout. Ou alors peut-être qu'il n'y a juste plus assez d'essence pour aller manifester. La réalité technique aujourd'hui, c'est que le G7 essaye de casser le thermomètre pour faire baisser la fièvre. Ça peut marcher quelques jours, peut-être quelques heures, mais tant que le signe orange souffle sur les braises et que Mojtaba ajuste son nouveau turban de guide suprême, personne ne sait combien de temps le pétrole restera une arme de destruction massive pour nos portefeuilles. Pendant ce temps-là, la Chine a publié son CPI et son PPI ce matin. Je pourrais vous donner les chiffres, mais soyons honnêtes, tout le monde s'en fout. C'est comme essayer de lire la météo alors qu'il y a un tsunami qui est en train d'arriver. Le vrai signal d'alarme aujourd'hui, il est ailleurs. Regardez aussi les rendements obligataires. Surveillez-les de temps en temps. Ils reprennent l'ascenseur et pas pour aller au premier étage. Le 10 ans américain est à 4,19. Le 10 ans japonais titille à nouveau les 2,20. Pour l'instant, c'est le sujet dont on ne parle pas trop dans les dîners en ville. Mais c'est la prochaine pièce du domino qui pourrait tomber. Et quand celle-là, elle tombe, généralement, elle fait très peu de prisonniers. Ce début de semaine s'annonce donc sanglant. L'intervention massive du G7, si elle continue et si elle se confirme, c'est notre gilet de sauvetage. C'est la preuve ultime que les gouvernements et les banques centrales ne peuvent pas laisser les marchés s'effondrer. Ils sont tout simplement menottés aux indices. Mais c'est aussi l'aveu d'un échec cuisant. Washington ne gère plus rien. On navigue à vue dans un brouillard de pétrole et de poudre. Et le seul conseil raisonnable de ce matin, c'est attacher vos ceintures et surtout, restez assis sur vos mains. N'essayez pas de faire les malins. Regardez le marché ce matin, c'est comme regarder une moissonneuse-batteuse en marche. Ne mettez pas les mains dedans, vous risqueriez d'y laisser bien plus que quelques plumes. Allez, excellent début de semaine à tous, si c'est encore possible. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures et pour vérifier si le nouveau guide suprême à Téhéran est toujours parmi nous. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français et d'activer la cloche. Ensuite, vous likez et vous partagez un maximum et vous commentez avant de revenir demain matin. Belle journée à tous, quand même. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.